tout le monde! Je sais pas si vous m'entendez. Comme d'habitude, il va falloir que j'aille voir. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Live coaching avec moi. Aujourd'hui, on va parler de comment fixer ses prix. Donc, j'attends que plus de monde se connecte. Dites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Si vous écoutez en replay, écrivez-moi un replay. Si vous êtes comme Oh my God, t'as donc bien des beaux cheveux, merci. C'est tout le temps mon introduction, je parle de mes cheveux dans l'introduction des lives. Je me suis arrangée, ça m'a pris un gros 2 heures ce matin. Arranger mes cheveux, choisir mon outfit, me maquiller parce que mes cheveux étaient mouillés, fait qu'il fallait que je les sèche et tout. Là. C'était comme la totale là, ce matin. Puis quand je fais la totale, c'est long. Ça prend 2 heures. Me sécher les cheveux, les friser, me maquiller, m'habiller, me mettre de la crème, tout ça. Là. Fait que c'était la totale ce matin. Puis c'était pas pour le live, c'était parce que je m'en vais à une émission de radio tout de suite après ce live-ci. C'est pour ça qu'il est à 10 heures cette semaine. Puis il va être plus court parce que j'ai quelques minutes avant de partir mais je voulais vraiment venir vous voir quand même, puis vous parler de comment fixer ses prix. Donc, dites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Si jamais vous avez des questions, vous avez comme envie de partager par rapport à votre entreprise, puis où est-ce que vous en êtes par rapport à fixer vos prix, écrivez-moi-les dans les commentaires. Je vais pouvoir y répondre pendant le live. Vous savez à quel point j'aime ça, puis à quel point c'est important pour moi de répondre à des vraies questions. Mais les sujets des lives, c'est toujours basé sur les questions que vous nous posez. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui se posent cette question-là, à savoir comment fixer leur prix. Il n'y a pas jamais de recette magique. Allô, Amy? Amy, je vais juste prendre ça 2 secondes. Merveilleux. Il n'y a pas de recette magique pour fixer un prix. Par contre, il y a des principes de base, puis je vais vous les enseigner aujourd'hui. C'est des principes pour toutes les business, pour toutes les situations, pour toutes les sauces. Fait que vous allez avoir comme 3 questions principales à vous poser pour être capable de fixer votre prix. Puis, c'est vraiment des choses que j'ai travaillé avec mes clients en temps réel. Fait que c'est pas juste comme de la théorie, là. C'est pas juste comme voici une formule mathématique pour calculer ton prix. C'est des questions plus basées sur le marketing. Fait un prix, là, ça tombe pas dans la ligne des ventes, ça tombe pas dans la ligne mettons, des finances de l'entreprise, genre la structure financière de ton entreprise, quoique oui, ça joue, mais c'est plus une game de marketing. Pourquoi qu'un sac Chanel vaut plus qu'un sac euh, de chez Yellow? Ou de chez Browns ou peu importe, parce que c'est le marketing, c'est le brand, right? Fait qu'il y a une grosse composante de fixer son prix qui se travaille dans votre stratégie marketing. Donc, comment on fait pour améliorer ou perfectionner sa stratégie marketing pour soit fixer son prix ou augmenter son prix? Un, il faut que tu connaisses ton audience. Je ne vais pas fixer un prix à une audience qui, par exemple, je ne vais pas fixer un prix dans la gamme de Chanel à une audience qui a un budget pour aller chez Winners. C'est pas la même clientèle. Puis il n'y a rien de mal avec la clientèle de Winners, puis il n'y a rien de mal avec la clientèle de Chanel, c'est juste pas la même clientèle. Fait que la première question à se poser, c'est de quoi, comment mon audience, en fait, la première question à se poser, c'est à qui tu t'adresses. Donc, c'est sûr que ça, si c'est pas clair à la base, ton prix va être vraiment, vraiment difficile à fixer. Si je prends par exemple mon client idéal, est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir? Tu sais, si c'est un désir puis qu'il y a le luxe de pouvoir se le permettre, alors là, le prix peut être vraiment plus cher. Mais si c'est juste un désir puis que mon client n'a pas les moyens de se le permettre, ben là, il ne pourra pas l'acheter. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop cher à ce moment-là. Puis là, je parle pour tout service confondu, toute entreprise confondue. Si c'est un bien nécessaire versus un bien de luxe. Puis là, on pourrait définir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est de luxe. Mais le consommateur ne va pas nécessairement acheter un bien de luxe s'il n'a pas les moyens de se le permettre. Donc, de savoir c'est qui votre clientèle, c'est quoi leurs moyens, c'est quoi leur revenu moyen, dans quoi qu'ils dépensent annuellement, c'est super important. Puis de savoir vous vous situez où dans la
catégorie de besoin versus désir parce que si le désir est trop loin de leur réalité, comme qu'ils ne peuvent pas se le permettre, ils ne vont pas l'acheter. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans un prix qui est beaucoup plus haut à ce moment-là, puis de targeter un prix qui est plus bas. Par contre, il y a des clients qui un luxe, un bien de luxe, comme par exemple, je ne sais pas, des vêtements ou par exemple une coach ou un coach qui est considéré comme un besoin de luxe en passant. Ouais, on va dire ça comme ça, qui est considéré comme un besoin ou quelque chose, un service de luxe, on va dire. Euh, il y en a qui vont valoriser ça et ça va faire partie de leur priorité, malgré peut-être un revenu qui est plus bas, mais ils font des choix et ils préfèrent ajouter ça. Fait qu'on pense par exemple à, il y a des gens qui vont faire des voyages, mais qui vont pas valoriser de s'acheter des nouveaux meubles ou de rénover leur maison, mais il y en a qui vont valoriser rénover leur cuisine et faire leur design intérieur versus d'autres clients qui vont favoriser le voyage, par exemple. Faut juste que tu saches tes clients idéaux, ils se situent où dans besoin, désir, dans leurs moyens financiers. Puis c'est possible que tes clients de façon globale se situent aussi dans les deux extrêmes, dans les deux branches. Mais il faut que tu comprennes essentiellement c'est quoi le prix qui fait le plus de sens pour l'ensemble de ta clientèle. Donc, si j'ai un service de design intérieur, par exemple, puis que j'ai des clients qui me contactent parce qu'ils veulent refaire faire leur cuisine, mais que j'ai aussi des clients qui veulent un design complet de leur maison, puis ils n'ont pas de budget vraiment, c'est sûr et certain que le prix risque d'être différent à ce moment-là parce qu'on n'a pas du tout la même clientèle. Donc, est-ce que tu veux te concentrer sur une de ces clientèles-là ou les deux? Si tu veux te concentrer sur les deux clientèles, ton prix devrait être ajusté en fonction de l'offre parce que sinon, ça ne fait pas vraiment de sens. Tu sais, c'est sûr que tu ne vas pas charger la même chose pour une cuisine versus une maison complète. Par contre, il y a probablement un niveau de détail et un niveau de prise en charge qui est différent. Admettons, pour une même pièce, d'un client qui a moins de budget versus un client qui a plus de budget. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est la même chose pour le coaching. C'est la même chose pour votre offre de service. Si vous êtes conseillère en ressources humaines, puis que vous avez un client en démarrage, le client en démarrage n'aura pas un gros budget pour engager une personne aux ressources humaines. Par contre, une entreprise qui est vraiment comme plus grosse, qui a comme une centaine d'employés, va avoir besoin d'une conseillère en ressources humaines qui prend beaucoup plus large, qui a beaucoup plus de responsabilités, puis qui ont un plus gros budget aussi pour ça à cause qu'ils ont plus de revenus, plus d'employés. Donc, est-ce que tu veux te concentrer sur cette clientèle-là ou la clientèle qui ont moins de moyens, par exemple? Si tu arrives avec le même prix de, mettons, ce que tu chargerais à une startup, un client qui démarre versus l'entreprise qui a une centaine d'employés, tu te retrouverais à vraiment perdre de l'argent. Puis là, c'est de faire attention de justement pas perdre de l'argent quand on fixe son prix. Parce que si on fixe trop bas, ben, on perd énormément de revenus puis d'opportunités de croissance parce qu'on se bloque nous-mêmes de croître l'entreprise. Fait que, comment fixer un prix? C'est qu'il faut vraiment bien targeter son audience pour être sûr de ne pas laisser de l'argent sur la table et des deux côtés, de ne pas en perdre parce qu'on ne charge pas assez cher, mais de ne pas en perdre aussi parce qu'on charge trop cher pour la clientèle qu'on dessert. Je vois autant les deux. Tu sais, je vois vraiment les deux de part égale. Je vois des gens qui ne chargent pas assez cher pour le target qui cible, puis je vois des gens qui chargent vraiment trop cher pour le target qui cible. Fait que c'est vraiment important de comprendre le sweet spot, puis de savoir on en est où. Fait que ça, c'est la première question à se poser. C'est qui ma clientèle? Est-ce que je dessers? C'est quoi leur budget? C'est qui ma clientèle? C'est quoi leur budget pour le service et ce que j'offre? Si j'ai plusieurs clientèles, c'est quoi la différence entre ces clientèles-là? Première étape. Si tu ne connais pas leur budget, il faut que tu le saches. Il faut que tu connaisses ça. Faut que tu sois au courant. Moi, je sais qu'il y a un certain pourcentage du chiffre d'affaires de mes clientes qu'elles valorisent en coaching puis en formation. Ça, je le sais. Je sais que dans mon industrie, c'est entre tel et tel pourcentage du chiffre d'affaires de mes clientes qui est considéré comme euh, acceptable, normal, même un investissement, quelque chose qui fait partie de
leur entreprise. Donc, je connais cette donnée-là. Si on parle d'un entraînement, d'un abonnement au gym, si on regarde la moyenne, c'est entre combien et combien un abonnement au gym. C'est ça que les gens payent. Maintenant, il y a le Equinox qui est comme la crème de la crème que là, tu payes comme 300-400 $ par mois. Mais tu as aussi les abonnements au gym, au énergie cardio, mais tu as aussi le Econo Fitness. Donc, tu connais un peu l'étendue des prix. Puis ça, il faut que tu saches ça rentre dans quelle proportion de leur budget à tes clients annuellement pour être capable de déterminer ton prix. Encore là, c'est pas de juste être en compétition avec les autres. C'est pas juste de dire, OK, ben eux, ils cherchent ça, eux, ils cherchent ça, nous, on va charger au milieu de ça. Parce que tu peux te tirer une balle dans le pied. Si, par exemple, le Econo Fitness, tout leur marketing est basé sur pas payer cher. Puis tu vas avec un Equinox qui est le luxe, comme tu as tout, tu as des services, tu as les connexions, tu as le réseau de gens qui ont de l'argent. Puis là, tu essaies de faire un entre-deux. C'est quoi la valeur ajoutée de cet entre-deux-là? Pourquoi moi j'irais là si c'est pas une question d'argent? Qu'est-ce que je vais avoir de plus là? Si je veux économiser, je vais aller au Econo Fitness. Si je veux du luxe, je vais aller au Equinox. C'est quoi que tu me proposes de différent? Fait que ça, c'est super important de ne pas juste déterminer ses prix en fonction de la concurrence, mais de déterminer ses prix en fonction de qu'est-ce qu'on veut cibler comme problème. Par exemple, on prend l'exemple encore du Equinox puis du Econo Fitness. L'entre-deux serait peut-être nous, on croit au groupe, on croit à la communauté, on croit à qu'on maintient des habitudes sur le long terme à cause qu'on fait partie d'une communauté, puis on crée des cours de groupe, puis on crée du support, puis on crée une équipe qui est là pour t'accompagner de A à Z. Donc, c'est pas tant le luxe, c'est pas tant les contacts, les réseaux, c'est plus l'aspect de communauté, puis l'aspect de maintenir les habitudes à travers le temps avec une communauté. Ça a une valeur. Donc, il y a une valeur associée monétaire que les gens vont peut-être valoriser justement plus que le Econo Fitness, vont vouloir payer plus pour ça, mais pas juste pour le prix. Donc, c'est super important, quand il y a un prix, il faut qu'il y ait une valeur associée à ça, puis il faut que ça soit bien identifié justement sur c'est quoi la valeur ajoutée. Je parlais de ça avec une cliente hier. J'essaie de faire ça full vite, là, fait que je vais parler vraiment vite aujourd'hui. Puis j'ai comme plein de choses à vous dire en comme très peu de temps. Fait que j'espère que ça va bien rentrer tout ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, écrivez-moi les. J'aime vraiment ça. Ou juste Hey, allô, je suis là. J'aime ça savoir c'est qui est là en live. Ça m'encourage à parler. Quoique j'ai pas besoin d'encouragement pour parler, mais c'est tout le temps le fun de savoir c'est qui est là. J'ai la petite glace. OK. Je vais prendre une grande respiration. Je vais tout vous dire ce que j'ai à dire dans le temps qui me reste. Il reste 10 minutes, ça va bien. Je parlais avec une cliente hier, puis elle désire lancer un nouveau produit. On va dire ça comme ça, un nouveau service. Elle a déjà des services existants, mais elle recherche à créer une offre qui est un petit peu plus accessible. On va dire ça comme ça. Elle a déjà beaucoup de contenu gratuit sur ses médias sociaux. Elle a déjà beaucoup de valeur sur ses médias sociaux de façon gratuite. Des fois, on se dit, mais là, comment je vais fixer un prix si je donne tellement déjà gratuitement? Combien je vais charger pour quelque chose qui est payant, right? Tu sais, si tout ça est gratuit, c'est quoi qu'il va y avoir de plus? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse de plus? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'offre de plus pour que la personne puisse payer pour ça? Puis c'est quoi la valeur associée à ça si j'offre tellement gratuit? C'est une très bonne question. Il y a certaines choses que les gens vont retirer beaucoup de valeur euh, à travers votre contenu gratuit. Puis ça peut vous donner l'impression que vous n'avez plus rien à offrir dans le contenu payant ou dans vos services payants. Admettons une agence marketing. Une agence marketing peut donner des trucs, des conseils, peut montrer des templates, peut donner carrément une stratégie de A à Z sur un case study d'un client, peut euh, dire, OK, quel genre de contenu créer, voici quelle caméra utiliser, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. On s'entend, on peut suivre cette compagnie-là, aimer ce qu'ils font, être inspiré, repartir avec leurs idées, l'implémenter, euh, utiliser leur concept, l'adopter dans notre concept, suivre leur conseil marketing, apprendre.
tout ça. Mais la valeur, puis ce qu'on veut payer pour, c'est pas juste l'information, puis c'est pas juste l'inspiration, puis c'est pas juste le fait qu'on apprenne, c'est le fait qu'on se sauve du temps de le faire. Donc, la valeur est là-dedans. Puis je pense que ce qui est le plus difficile, puis de ce que je remarque avec mes clientes, là, c'est de voir est où la valeur, la valeur que les gens sont prêts à payer pour. Parce que ça, quand on cible ça, peu importe ce que tu donnes de gratuit, les gens vont toujours vouloir ce qui a le plus de valeur. Fait qu'une fois que tu as bien identifié ça, euh, puis selon ton modèle d'affaires, OK? Parce que, par exemple, une cliente peut vendre sa communauté comme étant quelque chose qui a le plus de valeur. D'un autre côté, l'entreprise qui fait la même chose va valoriser l'information à laquelle les gens ont accès. Fait que je donne deux exemples. Payette Inc., que vous connaissez peut-être, vend beaucoup, beaucoup sa communauté parce qu'il y a un gros réseau de femmes entrepreneurs, puis il y a beaucoup d'entraide à l'intérieur de ce réseau-là. Fait que ça, c'est vraiment un gros argument de vente parce qu'il y a beaucoup d'entraide, il y a un gros réseau, c'est une belle communauté, des belles valeurs, etc. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mis de l'avant. D'un autre côté, quand je m'abonne au Vol d'Alexis, qui est une plateforme, une communauté de voyageurs, à son infolette, j'adhère à de l'information que d'autres n'ont pas accès. Donc, des vols à rabais, là, tu sais, que d'autres n'ont pas accès. Fait que des vols jusqu'à Miami à 100 $, des vols, etc., etc. Il y a des deals, parce que je paye l'abonnement, il y a des deals que j'ai accès que les autres n'ont pas accès. Est-ce que j'aurais pu vendre la communauté de voyageurs puis que les voyageurs s'entraident en eux à trouver des voyages ensemble? Oui, mais c'est pas ça que je valorise dans ce modèle d'affaires-là. Donc, il faut vraiment, vraiment être clair sur un, c'est quoi que votre client valorise le plus dans votre modèle, dans vos forces aussi, tu sais. Ça se peut que votre force, ça soit la communication, ça se peut que non. Tu sais, ça se peut que ça soit que vous êtes la meilleure recherchiste puis la meilleure vulgarisatrice puis que ça soit ça votre force. Alors, misez là-dessus, oui, c'est ça que les gens valorisent le plus. Fait qu'il faut être très self-aware, il faut être très conscient de c'est où ses forces, c'est où ses faiblesses. Parce que une des choses que je vais reprendre comme exemple, Payette Inc., Melissa, qui est présidente de Payette Inc., elle est très rassembleuse. Elle a un leadership phénoménal. Elle rassemble des gens facilement. Puis elle a cette capacité-là de rassembler des gens. Euh, Ce qui est extraordinaire. Puis c'est ce qui bâtit un modèle d'affaires qui est très soutenable parce que c'est basé sur ses forces, puis c'est basé sur quelque chose que les gens valorisent énormément, puis un prix associé à ça. Si ça devenait un modèle d'affaires d'information, je suis pas certaine que les gens le valoriseraient de la même façon. Je suis pas certaine que si Payette Inc. devenait soudainement la référence pour partager de l'information entrepreneuriale, ça serait la mission ou ça serait l'avantage concurrentiel où est-ce qu'on peut monétiser autant. Je pense vraiment pas que ça serait un succès comme que ça l'est en ce moment puis ça va continuer de l'être. Donc, il faut connaître ses forces, il faut savoir c'est quoi que son client valorise, puis pour ça, il faut être très conscient de soi, conscient de la business, conscient des besoins du client aussi. Fait que, qu'est-ce que mon client valorise? C'est la deuxième question. La première, c'est qui est mon client? C'est quoi son budget? Deux, qu'est-ce qu'il valorise? Puis, en fonction de mes forces, en fonction de qui je suis. Personnellement, je sais que ma plus grande force, c'est le coaching. C'est pour ça que les clientes achètent les services. C'est principalement à cause de mes capacités à les coacher. Donc, si je vends oui, il y a autre chose qui vient avec ça, puis il y a autre chose pourquoi que les clientes adhèrent, puis ça n'enlève pas le fait que tu peux vendre autre chose avec ça, mais il faut que tu saches c'est quoi que tu monétises le plus, puis que tu associes une valeur à ça, comme j'ai dit, la différence entre le Equinox et le Econo-Fitness. Il y a une grosse différence. Il y en a que tu l'achètes pour le moins cher, puis il y en a que tu achètes pour le luxe, les contacts, les connexions. Donc, si tu sais que tu achètes MQ Consultation pour le coaching, à ce moment-là, ça va être justifié dans ton budget pour du coaching. Tu vas peut-être avoir une catégorie de dépenses associée à ça spécifiquement. Puis tu vas peut-être dire, OK, mais je suis prête à investir plus pour ce genre de coaching-là. Donc, ça, c'est la deuxième chose.
qu'est-ce que ton client valorise. Ça va aussi beaucoup être en fonction de l'offre et la demande. Si, par exemple, il y a 56 millions de plateformes de connexion en ligne, ben c'est sûr et certain que plus qu'il y en a, moins ton client va le valoriser parce que plus qu'il y a de choix. Donc, logiquement, c'est de plus en plus difficile de charger plus cher, à moins que tu te démarques vraiment du lot. Fait qu'il y a plein de communautés, de réseautage et tout, mais si tu es juste une parmi tant d'autres, on va moins valoriser ça que si tu es la seule. Donc, d'où l'importance d'avoir soit une spécialisation, soit une niche, soit une unicité qui fait que ton prix peut être justifié ou peut se démarquer quand tu as beaucoup de compétition. Donc, l'offre et la demande, c'est quoi en ce moment dans ton marché? C'est quoi qu'il y a comme offre? Fait que s'il y a comme des coachs fitness au pied carré, il y en a beaucoup, des coachs fitness. Donc, c'est pas logique que tu te mettes à charger vraiment plus cher que les autres à cause que tes clients vont pas payer pour ça parce qu'il y a trop d'offres. Tu n'es pas la seule personne qui offre ça. Versus, si tu te spécialises dans une niche comme tes coachs fitness, mais tu te focalises vraiment sur euh, les macronutriments ou tu te concentres sur les gens avec des problèmes de dos, tu te concentres sur X, Y, Z. Mais là, soudainement, le marché devient plus petit, puis là, tu peux te permettre de charger un peu plus cher. Fait que, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu veux charger plus cher. Si ton but, si ta grande force, c'est de rassembler des gens, puis de justement, c'est ta force de communiquer, puis d'attirer des gens vers toi, puis tu as une personnalité vraiment extravertie, ben là, tu peux aller chercher du volume. Puis à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'avoir une niche. Fait qu'il faut juste que tu saches, encore une fois, qu'est-ce que ton client valorise, tu te situes où là-dedans, Euh, toi, c'est quoi tes forces par rapport à ça? Allô Marie-Ève, coucou. Comment faire dans ce cas si notre but à long terme est de faire valoriser une communauté, comme dans l'exemple de Payette Inc., mais que je suis en train de bâtir cette communauté? Très bonne question. Ça se peut que en ce moment, ce que vous valorisiez ou ce que vous voulez bâtir comme modèle d'affaires soit pas exactement ce que vous vivez en ce moment, puis c'est vraiment correct. Euh, le but, mettons qu'on donne cet exemple-là, je commencerai par créer une offre qui est autour de cette communauté-là plutôt que complètement partir de zéro, tu sais, comme complètement partir de ailleurs. Fait que si, exemple, on parle d'une offre de coaching, par exemple, Marie-Ève, ben, j'inclurais le mastermind, j'inclurais la communauté, j'inclurais comme des rencontres en personne, j'inclurais un élément qui rassemble beaucoup plus dans ton offre, même si c'est pas 100% une grosse communauté en ce moment, parce que tu veux bâtir tes fondations sur ton intention première. Puis, vu que peut-être s'il y a beaucoup de compétition dans les communautés, ce qui est le cas, ok, il y a quand même beaucoup de communautés, euh, d'autres plus grosses, d'autres plus petites. Puis moi, je trouve que la façon la plus facile de le faire quand on est dans l'offre et la demande, c'est pas nécessairement d'y aller avec le moins cher, mais d'y aller avec le meilleur rapport qualité-prix. Fait que si tu es capable d'augmenter la valeur de ce que tu offres sans charger plus cher, c'est la meilleure stratégie marketing. Par exemple, euh, admettons, je reprends l'exemple du Equinox puis Econo Fitness. Equinox, j'en ai pour mon argent. J'ai un bon rapport qualité-prix, mais je pourrais pas charger le même prix que Equinox, par exemple, quand que je me lance dans ma business, dans mon gym, right? Ça ferait pas de sens. J'aurais pas les moyens, je pourrais pas me permettre de faire ça. Par contre, ce que je peux faire pour venir développer ma communauté à moi, c'est d'en offrir plus, peut-être pas exactement comme le Equinox, sans charger plus cher. Fait que c'est de trouver des choses qui peut-être te coûtent pas cher à faire, mais qui font toute la différence dans l'augmentation de la valeur. Par exemple, euh, tes coachs, tu peux donner des contacts, tu peux mettre en relation. Fait que là, tu développes une liste de contacts, tu développes une liste de relations et tu mets en contact des personnes pour qu'ils travaillent ensemble et ou pour qu'ils développent leur réseau. Encore une fois, ça ne coûte pas tellement cher faire ça, mais peut-être que d'autres entreprises ne le font pas. Ils ne font pas intentionnellement, toi, te mettre en contact avec d'autres personnes par eux-mêmes. Fait que ça ajoute de la valeur. Fait que ça, c'est, mettons, une idée. Mais il y en a plein comme ça. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire qui va faire que ton œuvre va devenir un no-brainer par rapport à la compétition.
Pas à cause de ton prix, à cause de ce que tu offres, à cause de ce que tu as de plus pour le même prix. Fait que, je parlais de ça avec une cliente justement, puis cette cliente-là qu'on essaie de penser à un membership puis comment le créer. J'étais comme ton merci, je suis dans la bonne voie. Dans mes offres de services en construction, je t'apparais demain. Yay! Contente de savoir ça. Marie-Ève qui est cliente. Donc, on a une autre conversation en parallèle sur un live ici. Euh, Ce que j'allais dire, c'est que c'est ça. Avec cette cliente-là, ce qu'on a essayé de penser, c'est comment qu'on fait pour bâtir cette offre-là qui, ce que les gens valorisent, c'est la personnalisation. Le fait d'avoir accès à toi, c'est ça qui valorise le plus. Allô Camille, bon matin. Donc, comment on peut recréer ça dans un membership sans pour autant augmenter tu sais, sans pour autant que ça soit pas rentable, que ce soit pas payant pour toi de faire ça. Fait qu'on a trouvé une couple d'idées comme ça, de faire comme, OK, ben la version gratuite, elle a plein de belles fonctionnalités. La version gratuite de son contenu, c'est comme, c'est incroyable, c'est merveilleux, etc. Mais il nous manque le petit plus de j'ai accès à toi. J'ai un accès personnalisé, j'ai un conseil à moi spécialement, où j'ai une attention qui est portée à moi particulièrement pour mes besoins spécifiques. Puis ça a une valeur financière plus que de donner plus de contenu sur le membership. Les gens ne vont pas associer plus de valeur pour exactement la même chose. Fait que c'est pour ça que je dis que quand on fait sa stratégie de fixer ses prix, il faut aussi qu'on tienne en ligne de compte c'est quoi qui a le plus de valeur. Puis souvent, les gens vont penser que ah, mais les gens ne vont pas valoriser si je fais la même chose sur les médias sociaux puis sur, mettons, mon offre. Mais en réalité, oui, ça se peut qu'ils valorisent. Si moi, par exemple, mon coaching, je vous coach là en ce moment, ou je partage mes podcasts. Vous avez beaucoup de valeur retirée de ça. Je vous donne de l'information, je vous coach, je réponds à vos questions. Euh, mais je te coach pas toi. Je suis pas en train de te coacher toi. Puis ma force est là. Fait que peu importe ce que je vais donner, peu importe ce que je vais faire, les gens vont toujours valoriser ce qu'ils valorisent le plus, puis ce que toi, tu vas mettre de l'avant le plus. C'est sûr qu'il faut que tu le mettes de l'avant. Si tu veux vendre une communauté, il faut que ça soit ton argument principal. Il faut que tu travailles ton offre autour de ça, que ton prix fit aussi. Parce que si je paye pour une communauté, je ne vais pas nécessairement payer le même prix que pour un coaching personnalisé. Vous voyez la différence? Fait à ce moment-là, il faut que le prix reflète ce que je veux vendre, donc la communauté. Je ne vais pas me mettre à charger un prix d'un coaching de performance ou one-on-one parce que là, la cliente va faire oh, je paye pour une communauté, mais on dirait que c'est pas, ça ne fait pas dans mon budget pour comme interagir avec d'autres personnes. Je vois pas la valeur ajoutée à ce moment-là de payer ce prix-là. C'est pour ça que je parle tout le temps du prix comme un élément marketing parce que ça fait partie de votre stratégie marketing, ça fait pas tant partie de votre stratégie financière. Oui, après ça, il faut s'assurer qu'on est profitable, tu sais, comme inclure des choses, mais s'assurer de faire de l'argent au bout de la ligne. Oui, il faut être capable de le vendre, fait qu'il faut avoir comme une structure de prix puis des bonus qui font du sens. Tout ça, c'est vrai, mais c'est vraiment une game de marketing, fixer ses prix. Il faut connaître sa clientèle, il faut connaître ses éléments de valeur, ses forces, il faut connaître le price point qui est dans le budget des clients. Cette technique ne risque pas de nicher dans une clientèle qui, ultimement, n'est pas la bonne clientèle qu'on souhaite rejoindre. Je suis pas certaine de comprendre ta question, Amy, mais me semble, mais cette technique, on parle de quelle clientèle parce que j'ai dit plein de choses, puis on dirait que je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Sorry. Euh, Attends une minute, là. J'essaie de. J'attends ta réponse, Amy. Mais quand on, quand on se niche, euh, mettons là, que je partage sur mes médias sociaux que mon contenu, ce que je fais, qui n'est pas exactement ce que je fais. Mettons que je partage
des trucs business, des trucs marketing, que je partage X, Y, Z, puis qu'est-ce que je fais, c'est du coaching. Je partage des choses qui n'est pas exactement ce que je vends, right? Je pense, je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Pourquoi que c'est efficace? C'est que je pense que c'est ça la question. Pourquoi que c'est efficace? C'est que je pense que les gens voient la valeur à travers un autre format ou une autre façon de le consommer ou une autre façon de le comprendre. Fait que c'est un peu ça que je dis à mes clientes aussi des fois, c'est que ça veut pas nécessairement dire que tu vas mettre quelque chose sur les médias sociaux, que c'est ça que tu vas vendre nécessairement. Je sais pas si c'est ça la question. Mais admettons, mettons que t'es cliente puis que t'as... Ah, j'étais comme en train de me demander si j'allais être capable de répondre à la question. Dans le sens, si je m'adapte à ma clientèle actuelle, les gens du Winners, mettons, mais que je veux rejoindre les gens de Chanel, mettons, comment j'adapte mes prix pour ne pas avoir de clash entre les deux? En fait, comment on peut faire une transition entre les deux sans perdre tout le monde d'un coup? Bonne question. Euh, Très, très bonne question, Amy. Je crois que... Comment je veux répondre à ta question? Hmm. Je crois que les gens ont tendance à justement vouloir faire une transition trop rapide. Puis dans ton cas à toi, c'est d'élever la marque du Winners. C'est pas de devenir Chanel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La transition se fait progressivement, mais admettons que tu es Winners. La stratégie serait de évoluer ton brand, le rendre plus raffiné, changer le logo, changer le décor graduellement du magasin pour que ça soit plus haut de gamme. Les gens le voient, le remarquent, ils sont comme ah cool, ça me dérange pas de payer plus cher parce que c'est cool, il y a une amélioration. Fait que graduellement, le prix augmente. On s'en rend pas trop compte, mais la marque s'élève. On le rebrand progressivement. Il y a plein de compagnies qui ont fait ça. Il y a plein de compagnies qui ont élevé leur brand, puis il y en a plein qui ont fait l'inverse, qui ont... On pense à Michael Kors. Est-ce que vous vous souvenez de Michael Kors avant, qui était comme Michael Kors? Là? Je me souviens, là, au secondaire, je voulais genre une sacoche Michael Kors, je voulais des sandales Michael Kors, c'était comme Michael Kors. Ils sont comme devenus une marque du Winners vraiment juste comme normal, genre c'est comme acheter un chandail bien normal, là. Tu sais, c'est rendu partout, là. Tu sais, au Browns, il n'y a que du Michael Kors. Ça n'a plus la même connotation qu'avant parce qu'ils se sont downgradés pour être plus mainstream, être plus pour tout le monde qu'avant. Je ne sais pas si vous avez vu cette transition-là, mais l'inverse se peut. Là, j'essaie de voir des exemples de ça. Puis j'en ai pas qui me viennent en tête, mais il y en a plein qui ont fait ça. Mais c'est plus d'amener Winners au niveau de Chanel que de changer carrément. Fait que, comment tu peux faire ça? Tu augmentes la valeur de ce que tu offres, tu améliores l'expérience, tu rehausses l'expérience, le branding, l'image, tu rehausses les commentaires positifs des clients, tu as une attention particulière euh, à ton service à la clientèle, tu as une attention particulière à ton branding, ton image, tes visuels, tu as une attention particulière au message que tu projettes. Donc, c'est plus juste comme buy one, get one free, c'est obtiens un 20% de rabais pour notre liste VIP, etc. Donc, au fur et à mesure que tu améliores le brand, que tu améliores la qualité du service, que tu améliores euh, l'expérience client, plus que tu charges cher. Puis, c'est ce que beaucoup de compagnies font pour arriver justement à targeter des entrepreneurs, des particuliers euh, qui peuvent pas aller toucher autrement. T'sais, ils vont vouloir justement peut-être élever une branche de leur business. T'sais, mettons que Winners déciderait de faire HomeSense, entre autres. Ils ajoutent des branches qui sont peut-être un petit peu plus raffinées, qui sont peut-être un petit peu plus... qui ont une attention particulière qui est portée. Fait que des fois, les compagnies vont
vont ouvrir une branche qui est un petit peu différente ou ils vont juste élever la marque au complet. Mais c'est sûr que c'est progressif. Puis, ça prend plusieurs années avant d'arriver à faire ces transitions-là parce que ce qui a le plus d'impact, c'est vraiment la perception des clients. Fait qu'avant de changer la perception d'un client, il faut absolument se laisser le temps. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous a aidé. J'ai déjà dépassé le temps que je voulais être avec vous aujourd'hui. Je dois absolument quitter. J'ai une entrevue à la radio. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. J'aimerais aussi vous rappeler que les replays sont disponibles sur le groupe Facebook. Vous pouvez directement aller les écouter. Ils sont épinglés sur le groupe Facebook en haut. Si vous êtes nouvelle sur le groupe, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Je veux aussi vous rappeler que le diagnostic, c'est la première étape pour commencer à travailler avec nous. Si jamais vous n'avez pas de stratégie claire, que vous ne savez pas où est-ce que vous en allez, soit dans votre stratégie de prix, de vos offres, de votre stratégie marketing, on peut vous aider à faire une analyse complète de votre marché spécifiquement pour analyser justement la concurrence, où vous vous situez, vos avantages concurrentiels, puis d'être capable de fixer un prix qui va se vendre et que les gens vont vouloir payer pour ça tout en maintenant votre vision puis votre stratégie long terme en tête. Donc, le diagnostic, c'est donc la meilleure façon de commencer si jamais vous voulez débuter à travailler avec nous. Je vais vous envoyer le lien dans la description. Puis, vous pourrez aller consulter. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Moi et mon équipe, on va pouvoir répondre à vos questions par rapport au diagnostic. On peut aussi vous proposer un appel si jamais vous avez besoin de clarifier comment ça peut vous aider, comment